Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation pour l'opportunité de partager les réflexions que nous avons développées dans le travail. L'enracinement biologique des images, une étude des perspectives de Durand et Lakoff-Jones, développée par le professeur Arthur Rosistrato, Rogério de Almeida et moi. Malheureusement, le professeur Rogério n'a pas pu être présent aujourd'hui. Comme le titre du travail l'indique, ces réflexions ont un caractère initial, exploratoire et provisoire. Elles sont en cours de développement et visent à instaurer un dialogue interdisciplinaire. Afin d'élargir le dialogue, nous cherchons à réaliser nos discussions sur des points centraux qui serviront de référence pour des recherches supplémentaires. La recherche d'articulation entre l'esprit, le corps et le langage est un thème récurrent de mes préoccupations depuis ma formation en sciences biologiques et en lettres, mais aussi dans les recherches que j'ai développées dans mon doctorat sur l'imaginaire des machines. Bon. Cette communication propose d'identifier les convergences d'approches de l'enracinement biologique des images dans l'expérientialisme du linguiste américain George Lakoff et le philosophe Mark Johnson, et dans la perspective du philosophe Gilbert Durand. Cette étude se déploie en 3 temps. D'abord, nous nous consacrons à une brève présentation de la théorie de la cognition incarnée au sein de la linguistique cognitive. Il s'agit d'une alternative à la vision dualiste du problème esprit-corps. Deuxièmement, nous aborderons les schémas images, surtout les schémas containers Source, PathGo et Vertical de Lakoff-Jones, en comparaison à la perspective durandienne. Et ensuite, nous parlerons brièvement d'enracinement biologique des images d'un point de vue des neurosciences. Alors, nous suggérons des convergences entre les approches de Lakoff-Jones et Durand. Afin de rendre un hommage à Gilbert Durand, notre parcours thématique sera accompagné d'un voyage à travers une constellation d'images des photographes brésiliens qui ne serviront pas seulement à illustrer les concepts analysés dans cette présentation, mais vont aussi renforcer l'entrelacement entre le corps biologique et le corps symbolique. Bon, sur le pilier dualiste qui positionne le cerveau comme siège de la pensée, de l'âme et synonyme de la raison, les études du langage excluent généralement le corps en tant qu'agent de formation des concepts mentaux. Ce dualisme a été sévèrement critiqué pour avoir négligé l'importance des aspects corporels dans la constitution du langage et par conséquent dans l'expérience humaine. Or, si nous pouvions échapper à l'idée que la pensée est une activité métaphysiquement différente des activités corporelles, toute notre compréhension du problème corps-esprit pourrait être transformée. La linguistique cognitive liée au réalisme expérimental poursuit ces problèmes en termes de la relation entre l'expérience sensor-motrice et la conceptualisation abstraite et est guidée par les hypothèses suivantes. La cognition est fondamentalement incarnée, une grande partie de la pensée est inconsciente, les concepts abstraits sont surtout métaphoriques et imaginatifs. Par conséquent, le corps n'est pas un simple dépositaire de l'âme, car il contribue à la formation des concepts et l'esprit ne se limite pas au cerveau, mais c'est aussi intégré au corps dans son ensemble. Cette proposition s'y oppose au dualisme ontologique et épistémologique qui caractérise une grande partie de la philosophie occidentale de l'esprit et du langage et suggère que le corps est un composant fondamental du raisonnement abstrait. Bon, la théorie de la cognition incarnée adoptée par Lakoff-Jones au sein de la linguistique cognitive met en question la longue tradition de séparation entre le corps et l'esprit dans les sciences cognitives, exprimée
dans la théorie représentationnelle, dans le cognitivisme et le connexionnisme qui peuvent être visualisés dans le diagramme sur la diapositive. La théorie représentationnelle de l'esprit postule l'existence d'une intériorité qui correspond à l'esprit et aux abstractions, et d'une extériorité qui englobe le corps par rapport au monde. Dans cette théorie, l'esprit fabrique les représentations internes d'objets externes à travers des idées, des concepts et des images. La théorie représentationnelle est la base du cognitivisme computationnalisme des années 1950, qui est une branche de la recherche souvent considérée comme synonyme inapproprié des sciences cognitives et conçoit le cerveau comme une sorte d'ordinateur et la cognition comme le traitement d'informations symboliques dans le cerveau. Il faut préciser que les antécédents historiques du cognitivisme sont liés à la cybernétique. La théorie représentationnelle est également à la base du connexionnisme des années 1980, qui propose que l'esprit soit équivalent à un réseau de neurones dont les propriétés émergent, dont les propriétés émergent des relations qu'il établissent avec l'environnement. Le connexionnisme se rapproche de la conception cybernétique en proposant que l'esprit fonctionne avec des inputs et outputs. Enfin, il y a les nations, champ de recherche associé au biologiste chilien Maturana et Varela, qui met en relief le fait que la cognition, je le cite, n'est pas la représentation d'un monde prédonné par un esprit prédéterminé, mais plutôt la représentation d'un monde et d'un esprit basé sur une histoire de la variété des actions qu'un être dans le monde accomplit. Fin de citation. La théorie de la cognition incarnée élargit le siège de l'esprit en suggérant que les processus cognitifs sont associés aux interactions sensorimotrices qui englobent le cerveau, le corps et l'environnement. Contrairement à la théorie représentationnelle, la théorie de la cognition incarnée propose qu'il n'y a pas de différence ontologique entre les schémas sensorimoteur et les raisonnements des concepts abstraits. Autrement dit, des processus inférentiels similaires qui se produisent au niveau sensorimoteur peuvent être identifiés d'un raisonnement abstrait. Ces schémas sensormoteurs correspondent à des schémas-images à travers lesquels nous construisons des significations, nous structurons des concepts et nous faisons des inférences. Pour étudier ces schémas-images qui n'opèrent pas à un niveau inconscient, l'application des méthodes issues de la linguistique et de la psychologie sont très fructueuses. Dans ces champs de recherche, Lakoff et Johnson ont étudié les contenus métaphoriques des constructions linguistiques dans l'usage quotidien, ce qui suggère la présence de l'inconscient, de l'imagination et des perceptions corporelles dans tous les spectres du langage humain. Dans le livre « Le métaphore dans la vie quotidienne », Lakoff et Johnson postulent que la métaphore est profondément infiltrée dans le langage du quotidien, dans les systèmes conceptuels, dans les processus de pensée, dans la façon dont nous expérimentons le monde et dans l'action. La métaphore, et plus précisément la métaphore conceptuelle, serait un mécanisme de cognition qui prendrait la racine dans le système sensorimoteur pour conceptualiser des expériences subjectives. Pour développer cette proposition, les auteurs utilisent des données linguistiques de différentes cultures, comprenant la métaphore comme un champ d'étude qui exprime la réalité corporelle dans les langages. Sur cette base, il suggère que les processus de pensée reflètent le langage métaphorique, qui à son tour reflète la réalité corporelle
sensorimotrices. La métaphore est une façon de conceptuer le monde et pas seulement une figure de style. Il faut remarquer que les auteurs ont une appropriation très spécifique du concept de métaphore, en proposant que des constructions que nous considérons parfois littérales sont en réalité métaphoriques. Chez les auteurs, la métaphore est définie comme, je les cite, l'acte de comprendre et d'expérimenter une chose en termes d'autres. Le concept est structuré métaphoriquement. L'activité est structurée métaphoriquement et par conséquent, le langage est structuré métaphoriquement. Fin de citation. Il postule que les processus de pensée sont notamment métaphoriques et que la façon de concevoir et d'agir dans le monde dépend du concept métaphorique que nous construisons. Parmi les types de métaphores évoqués par les auteurs, nous soulignons initialement les métaphores structurelles qui rapprochent des éléments ayant des aspects communs structurant un concept en termes d'un autre. Par exemple, un exemple de métaphore structurelle fourni par Lakoff-Johnson consiste en l'expression « la discussion, c'est la guerre » et les dérivations qui soutiennent la présence de cette métaphore dans les différentes phrases. Par exemple, « Vos arguments sont indéfensables. Il attaquait tous les points faibles de mon argument. » À partir du rapprochement entre la discussion et la guerre, il a mis en place un terrain guerrier dans lequel les personnes sont considérées comme des adversaires. La discussion peut être gagnée ou perdue, les arguments deviennent des stratégies, des combats, etc. En supposant qu'une discussion est une guerre, les auteurs renforcent l'aspect littéral de l'énoncé, c'est-à-dire la métaphore conceptuelle de la guerre n'est pas seulement une ressource poétique du langage, mais c'est aussi une manière de concevoir la discussion, de se positionner et d'agir face à la situation de discussion. Dans la séquence, les auteurs proposent un exercice imaginatif dans lequel, je les cite, les participants à la discussion sont considérés comme des danseurs et l'objectif de la discussion est d'exécuter une danse d'une manière équilibrée et esthétique. Pourtant, il faut remarquer, fin de citation. Pourtant, il faut remarquer qu'un changement de métaphore provoque un changement évident dans le sens attribué à la discussion. En plus, nous soulignons la métaphore d'orientation dont les points de référence est le corps humain, bipède et verticalisé, à partir duquel nous nous orientons selon les référentiels au bas, intérieur, extérieur, avant, arrière, central, périphérique. Des exemples de métaphores d'orientation sont le bonheur est en haut, la tristesse en bas, la santé et la vie sont en haut, la maladie et la mort sont en bas. Cette structuration s'enracine dans notre expérience corporelle où la orientation ascensionnelle devient synonyme de bien-être, de forme physique et spirituelle, de vivacité. Chez Lakoff-Johnson, les schémas-images sont des piliers fondamentaux de l'expérientialisme, car ils associent l'expérience sensor-motrice et les processus de pensée. Les schémas-images sont des structures conceptuelles basées sur du mouvement récurrent du corps humain dans l'espace sous des formes de manipulation et de perception d'objets. Les schémas-images capturent les contours structurels de l'expérience sensorielle-motrice, intégrant des informations issues des multiples modalités et structurent notre expérience. Ces schémas-images sont le résultat des récurrentes interactions organisme-environnement. Ils sont présents dans les qualités de notre expérience, de notre compréhension et de notre pensée. Pour cette raison, les schémas-images ne doivent pas être compris comme simplement mentaux ou simplement corporels, mais comme une association entre l'esprit et le corps.
En gardant les spécificités liées au concept des schémas, d'images, de langage symbolique utilisés par les auteurs, on constate des convergences entre les propositions de Lakoff-Johnson et celles de Gilbert Durand sur l'enracinement biologique des images. Durand trouvera dans la réflexologie becherevelienne le principe de la classification des images en utilisant la notion geste dominant comme point de départ de sa proposition. Chez Durand, je le cite, les schèmes, il fait la jonction entre les gestes inconscients de la sensorimotricité, entre les dominantes réflexes et les représentations. Ce sont ces schèmes qui forment le squelette dynamique, le canevas fonctionnel de l'imagination. Fin de citation. La connaissance actuelle des schémas images dans la proposition de Lakoff-Johnson provient en grande partie des analyses dans les champs de la linguistique, de l'anthropologie culturelle et leur rôle dans la sémantique en termes spatiaux et d'opérations corporelles. À partir des schémas images proposés par les auteurs, nous mettrons en évidence les schémas images container ou contenant en français, les schémas images source path go et les schémas verticaux. Les schémas container comportent généralement 4 éléments: la frontière, l'intérieur, l'extérieur et un portail. Ces mêmes éléments structurels sont inconsciemment et automatiquement utilisés pour conceptualiser une grande variété d'objets tels que les boîtes, des tasses, des paniers, des pots, des sacs à main, des chambres, des tentes, des bâtiments et d'autres situations qui présentent les 4 éléments énumérés. Les schémas images du contenant émergent de nos interactions corporelles avec notre environnement direct et du fait d'être contenus dans nos vêtements et dans les pièces des bâtiments que nous occupons, mais aussi du fait d'agir comme un contenant pour les aliments que nous ingurgitons ou d'observer divers objets quotidiens être placés dans des rapports de contenance avec d'autres. Les schémas containers habillés de significations apportées par les traditions culturelles ne semblent pas très éloignés des bases qui caractérisent le régime nocturne mystique proposé par Gilbert Durand. On y trouve les utérus, les ventres, le chaudron et tous les récipients qui ont en limite un extérieur, un intérieur et un portail. Les schémas Source Path Go fait référence au changement de localisation au cours d'un déplacement, en partant d'un point de référence vers une cible, lorsque nous arrêtons de bouger et que nous sommes dans un endroit différent de celui où nous avons commencé. Ce schéma comporte quelques parties, mais il s'applique à une large éventail de situations de mouvement, prend en charge l'inférence et est lié aux expériences du mouvement du quotidien. Les auteurs suggèrent que ces schémas peuvent être combinés avec d'autres schémas et générer de nombreuses variations qui couvrent le déplacement d'innombrables significations. Par exemple, concevoir un projet, la carrière, la vie comme un déplacement, un changement de position dans l'espace. Lakoff-Johnson ont mené plusieurs études linguistiques comparatives à partir desquelles ils ont découvert de nombreux schémas images complexes, porteurs de variations dans différentes langues, construits à partir de processus de combinaison, de superposition ou de spécifications ultérieures. Nous ne pouvons pas éviter d'identifier des éléments du régime nocturne synthétique de la proposition de Durand dans les schémas Source Path Go de Lakoff-Johnson, bien que le schéma soit dépourvu de significations apportées par des différentes traditions culturelles qui lui fournissent de la chair et du sang, les squelettes nous semblent familiers. Enfin, nous ne tarderons pas sur le schéma de verticalité que nous avons déjà mentionné dans la session des métaphores conceptuelles, mais nous n'avons qu'à reprendre l'idée de Johnson selon laquelle, je le cite, « Nous existons dans un champ de gravitation à la surface de la Terre et en raison de notre capacité à tenir debout,
nous accordons une grande importance à nous lever, monter et descendre. Notre compréhension de ces expériences corporelles est organisée par un schéma image de verticalité. Bien que nous admettions des similitudes entre le schéma de Lakoff-Jones et les propositions de Jurin, cette étude est exploratoire et reconnaît la nécessité d'approfondissement de l'aspect linguistique afin d'identifier et de détailler les spécificités de chacun de ces des schémas dans les différentes langues, ainsi que la façon dont ils peuvent être combinés. Nous présenterons brièvement quelques faits de la science cognitive qui renforcent l'idée d'un enracinement biologique des schémas images mentionnés. Selon l'expérimentalisme les schémas images sont basés sur des réseaux de neurones dont l'activation se produit avec l'exécution de l'action ou lorsque l'action est perçue, observée ou imaginée. En effet, l'observation d'une action active le même substrat neuronal de l'exécution réelle, c'est-à-dire certains neurones du système moteur appelés neurones miroirs se déclenchent lorsqu'un individu exécute une action et également quand une personne observe quelqu'un effectuer cette action. Les circuits de neurones liés à un schéma image est interconnecté avec d'autres zones du cerveau, y compris des circuits de neurones qui sont liés à d'autres schémas images. Par conséquent, il n'est pas surprenant que les mots faisant référence aux différentes relations spatiales soient souvent liés à différentes combinations complexes de structures schématiques d'images associées. Cela ne signifie pas que chaque circuit neuronal prend en charge un schéma image différent. Le cerveau est largement interconnecté et des informations identiques ou similaires peuvent être utilisées pour différentes fonctions dans de nombreuses parties du cerveau. Il est important de souligner que la structure schématique de l'image imposée à l'expérience existe indépendamment du langage qui l'exprime. Par conséquent, les langues peuvent varier en fonction de quel élément de la structure schématique elles ont tendance à exprimer. En plus, les mots peuvent être liés à différentes combinaisons complexes de structures schématiques d'images. Reprenons brièvement les convergences entre les propositions de Lakoff-Jones et Jurin déjà évoquées tout au long de la présentation. Il a noté que les deux perspectives rejettent la dualité de l'esprit et du corps, soulignent l'importance de la sphère sensorielle-motrice dans les processus de pensée, peuvent être réunies au sein de la inaction, utilise les schémas images comme médiateur entre l'expérience sensorielle-motrice et le langage, prédisent la modélisation des schémas images et l'hypothèse de travail de Jurin est l'idée qu'il existe une étroite concomitance entre les gestes du corps, les centres nerveux et les représentations symboliques. Une hypothèse similaire est émise par Lakoff-Jones, mais les noyaux d'investigation de ces auteurs se concentrent sur l'étude des langages du quotidien, tandis que Jurin s'intéresse au langage symbolique. Dans tous les cas, les propositions de Lakoff-Jones et Jurin opèrent des articulations entre l'expérience sensorielle-motrice, l'organisation neuronale et le langage, avec l'idée d'un schéma-image comme nœud d'articulation. Bien qu'ils partagent l'hypothèse des schémas-images liés à la verticalité, les schémas container et les schémas source path go, Johnson et Lakoff suggèrent l'existence d'un répertoire encore plus large et indiquent la possibilité de combiner ces schémas. La perspective de Gilbert Jurin prend un aspect complémentaire aux recherches de Lakoff-Jones. Puis, il admet qu'une étude restreinte de la structure schématique de l'image ne saisit pas les qualités qui sont la chair et le sang de notre
notre expérience. En se consacrant à l'étude des constellations symboliques de l'imaginaire humain, Durand contribue à la compréhension de ces qualités difficilement abordables pour les méthodes traditionnelles de la linguistique et des sciences cognitives. Bon, les propositions de Lakoff-Jones et de Durand offrent des alternatives convergentes au dualisme des études sur l'esprit et le corps. Nous espérons que cette recherche initiale pourra être déployée dans les investigations futures afin d'approfondir les relations entre l'expérience sensorimotrice, l'organisation neuronale et le langage du quotidien et symbolique, ainsi qu'à créer un répertoire des schémas-images parallèlement à la reconnaissance de l'activation des zones cérébrales qui leur correspondent et ainsi contribuer aux études de l'imaginaire. Merci de votre attention.